Je remercie aussi les organisateurs de me donner la parole, sauf que c'est un peu un cadeau empoisonné parce que c'est extrêmement difficile, pas seulement parce qu'il y a je vais dire des trivialités pour ceux qui connaissent le sujet, mais aussi parce que c'est un domaine extrêmement hétérogène et vaste, et donc mon point de vue ne peut être que partiel, enfin pas partiel, mais mon point de vue ne peut être que partial. Il n'y a pas de point de vue. Disons que c'est vrai de tous les domaines, bien entendu, mais là, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que quelqu'un d'autre aurait probablement une autre présentation. C'est ça que je veux dire. Assez différente. Donc, alors je précise tout de suite que je prends l'analyse du discours en un sens, au sens qu'il est habituellement en France, c'est-à-dire j'exclus la linguistique textuelle de l'analyse du discours. Enfin, je veux dire par là qu'à l'origine, le terme discourse analysis s'appliquait à la linguistique textuelle, en fait, chez Harris, et en fait, il a dérivé progressivement, avec diverses influences, vers l'idée d'une relation entre disons, des lieux sociaux et des paroles. Donc je prends effectivement l'analyse du discours comme un champ où on fait interagir la question du langage et la question de ces lieux d'énonciation. Bon. Alors c'est un domaine qui est relativement récent, puisque tout le monde s'accorde à dire que c'est les années 60, au niveau de différents pays du monde. Le problème, c'est qu'il a beau être récent, il est extrêmement hétérogène. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de fondateur reconnu, il n'y a pas de Durkheim, il n'y a pas de Lavoisier, de l'analyse du discours, il n'y a pas de Saussure non plus. Ce sont des courants extrêmement différents, qui sont venus de disciplines quelquefois différentes, par exemple l'ethnologie, la sociologie, etc., l'anthropologie, qui se sont progressivement fondus dans un grand champ international qu'on appelle l'analyse du discours, mais au départ, c'était des espaces qui étaient nationaux, essentiellement nord-américains, français et anglais, hein, et qui, progressivement, dans les années 80-90, se sont unifiés. Donc, du coup, on se retrouve dans une situation un peu étrange, puisqu'on a affaire à un énorme espace sans qu'il y ait eu au départ un acte fondationnel qui ait défini un territoire. Alors, cette complexité se retrouve au niveau des positionnements même des spécialistes dans le champ des sciences humaines et sociales, car on trouve les analyses du discours dans des différents départements. On en trouve évidemment beaucoup en sciences du langage en France, mais dans des pays, on les trouve par exemple en sociologie, on va les trouver en sciences de l'éducation, on va les trouver en sciences politiques. Enfin, il n'y a pas nécessairement une inscription dans des départements liés aux sciences, à la linguistique ou aux sciences du langage. Donc, et même en France, beaucoup de gens en analyse du discours sont dans des équipes qui ne sont pas des équipes strictement de linguistique, mais qui sont des équipes de sciences politiques ou de communication, etc. Bon. Alors, autre difficulté qui pose la question de la notion même de discours, il existe dans les sciences sociales des tas de pratiques, même des manuels qui s'appellent analyse du discours, et qui sont en fait de l'analyse de contenu. Là, et là, j'avais une citation de Fairclough, on retrouve la même citation à peu près chez Pêcheux et chez la plupart des analystes du discours. L'idée, c'est que l'analyse du discours n'est pas une analyse de contenu. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, beaucoup de statistiques, par exemple, travaux de statistiques lexicales toutes sortes de statistiques, sont en fait des analyses de contenu. L'idée étant qu'on va, par des corrélations statistiques, essayer de montrer une relation avec un extérieur non linguistique. Alors que l'analyse du discours, évidemment, c'est tout à fait différent, puisqu'on part d'une sorte d'indissociabilité entre le social et le linguistique. Donc, je précise ce point parce qu'il existe effectivement des manuels, qui s'appellent l'analyse du discours, qui sont en fait des manuels de sciences sociales qui n'ont pas grand-chose à voir avec les sciences du langage, puisqu'on ne prend pas en compte véritablement le langage, on prend les textes comme des supports d'indices qui permettent des corrélations. C'est un peu différent. Bon. Alors, le terme discours lui-même est très problématique, comme vous le savez. Dans les années 70, j'avais fait une liste dans un manuel des emplois du terme discours. Là, j'en prends quelques-uns. Bon, le discours employé au sens de parole chez Saussure,
c'est extrêmement fréquent en psychologie, on dit en langue et en discours. Hein, bon. Le discours comme unité transphrastique, ça c'est Harris, mais on trouve ça aussi dans beaucoup de travaux de linguistique textuelle. Discours au sens d'énonciation, hein, en sémiotique en particulier. Et puis, discours, là, en un sens qui est mi-foucaldien, je ne sais pas comment dire. En fait, ce sont des ensembles de textes qui sont soumis à des règles communes. Alors, ça peut être de toutes sortes. Hein, ça peut être, vous voyez, discours féministe, discours communiste. Quand on dit ça, on dit en principe que les ensembles de ces ensembles sont soumis à une certaine législation, une régulation qui les différencie d'autres ensembles. Bon, c'est minimal. Alors, le problème, c'est que ce type de liste d'acception ne suffit pas à caractériser véritablement l'emploi qui est fait du terme discours. C'est pour ça que par la suite, j'ai été amené à insister sur le fait que quand les gens disent discours, en réalité, ils activent un ensemble d'idées hein, qui viennent de la pragmatique pour l'essentiel, mais pas seulement. Bon, j'en prends quelques-unes. Le discours est une forme d'action, une activité. Le discours est interactif. Le discours est régi par des normes, le lien avec l'institution, bon, les genres, etc. Le discours est pris dans un interdiscours. Le discours est construit socialement le sens. Là, c'est les courants constructivistes. Enfin bon, toutes ces idées enveloppent la notion de discours. Le paradoxe, c'est qu'évidemment, aucun courant ne va forcément toutes les accepter ou toutes les mettre en évidence. Mais elles sont en quelque sorte le bain dans lequel baigne la notion de discours. Alors là, on en vient à une notion importante, une distinction importante, c'est la question du mélange entre le point de vue et l'objet. C'est-à-dire, si je dis en analyse du discours le discours politique, par exemple, ou le discours, je sais pas quoi, médical, ça ne veut pas simplement dire un ensemble empirique, c'est-à-dire l'ensemble des textes produits par certains types de locuteurs. Mais ça veut dire que je vais considérer ces énoncés d'un certain point de vue, et ce point de vue étant l'agrégat de ces idées-forces qui traînent, etc. Donc, par exemple, le discours médiatique, ce n'est pas simplement le discours des médias, c'est aussi le discours tel que peut l'appréhender un analyste du discours, c'est-à-dire en postulant que, par exemple, le discours n'est pas transparent, qu'il est lié à une institution, que les acteurs doivent légitimer leurs paroles, etc. etc. Enfin, un ensemble de leitmotifs qui sont spécifiques de l'analyse du discours. Alors, une difficulté une autre difficulté qui surgit, c'est qu'il existe en fait, dès le départ de l'analyse du discours, pas seulement en France, une équivoque entre théorie du discours et analyse du discours. C'est-à-dire que, au départ, on trouve par exemple chez Derrida des pages sur le discours. On trouve chez Foucault, n'en parlons pas évidemment, des livres entiers sur le discours, mais on en trouve, évidemment, il y a Pêcheux, qui est un philosophe. Et Pêcheux n'était pas un linguiste. C'est-à-dire, officiellement, il était psychologue social, mais en fait, il était philosophe pour notre profession. Et tous ces gens-là, au fond, emploient le terme discours essentiellement pour traiter des problèmes philosophiques ou paraphilosophiques. Et aujourd'hui encore, il y a une théorie du discours qui n'est pas l'analyse du discours. Par exemple, les travaux de Judith Butler ou Laclos et Mouffe, ou Dorothy Spivak, etc. Tous ces travaux qui portent sur la subjectivité, le sens, l'identité sexuelle, le politique, etc., sont des travaux qui se réclament de la notion de discours, qui vont la travailler, mais qui ne sont pas des analyses que pourrait faire un linguiste qui travaille sur des corpus, etc. Donc, en France, c'est très peu représenté, sauf peut-être dans les gender studies un peu, mais dans des pays anglo-saxons, en Allemagne, etc., c'est extrêmement important. Il y a énormément de travaux de sciences politiques ou philosophiques qui se réclament de la problématique du discours, sous le terme de post-structuralisme, etc. Donc, moi, je m'en tiens ici aux analystes du discours, donc aux gens qui s'appuient sur les sciences du langage et qui donc travaillent sur des corpus. Alors,
ces gens, en fait, ces travaux ont plusieurs visées. Alors, j'avais fait une petite liste là, et qui sont assez différentes, parce qu'il y a par exemple ceux qui vont essayer d'enrichir l'appareil conceptuel ou méthodologique. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un genre de discours? Quelle différence entre un genre et un type de discours? Qu'est-ce que c'est qu'un corpus? Enfin bon, toutes ces questions basiques sont un objet évidemment important pour l'analyse du discours. Moi, je pense que la plupart de mes travaux relèvent plutôt de ce type de choses. Bon. Mais il y a aussi des gens qui travaillent sur des corpus. Mais en général, évidemment, pas sur n'importe quel corpus, ils travaillent sur des corpus. Alors ça peut être soit au niveau de la production, mais aussi de la circulation, de l'archivage, etc. Puisque le discours ne se réduit évidemment pas à sa production. Il y a aussi des gens qui travaillent, qui ne sont pas des linguistes, mais qui vont essayer d'utiliser l'analyse du discours comme un mode d'intervention dans leur propre discipline. Par exemple, il y a en sociologie des gens comme Anger Müller qui vont, en tant que sociologues, utiliser l'analyse du discours pour essayer de questionner les présupposés de la sociologie et de la faire évoluer éventuellement. En philosophie, Frédéric Cossutta essaie d'avoir une vision discursive de la philosophie, etc. Et en psychologie, il y a eu des tas de travaux. Par exemple, Potter en Angleterre, il travaille sur une psychologie qui est fondée sur l'interaction discursive, etc. Il y a aussi Bronckart. Enfin bon, il y a tout un tas de travaux, donc, de gens qui interviennent avec le discours d'un autre champ. Vous voyez, donc ça fait déjà une différence. Il y a aussi des gens qui répondent à des problèmes sociaux. Alors là, on est renvoyé à des questions d'éthique ou d'injustice, etc. Alors là, c'est un courant qui, en France, n'est pas très développé, mais ailleurs, c'est un raz-de-marée. Tous les travaux de ce qu'on appelle la Critical Discourse Analysis, l'analyse critique du discours. Donc là, vous avez donc tous les travaux sur le machisme, le racisme, etc., etc. Alors cela dit, ça pose un problème, parce qu'il y a en fait deux types de manières d'aborder ces questions. Il y a, je dirais, une analyse critique du discours faible et forte. L'analyse faible, ça consiste à dire, bon, telle chose n'est pas bien, je ne sais pas, il y a du racisme, je ne sais pas quoi, la xénophobie, ou du machisme, etc. Et donc, je vais étudier les textes pour montrer que les textes contribuent à la diffusion, à la permanence de ce qui n'est pas bien. Donc le texte, les énoncés sont présentés en quelque sorte comme des lieux où on va repérer des indices de quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Par exemple, les travaux de Van Dyck sur la presse, il a essayé de montrer qu'en prenant d'énormes corpus, que en fait, les journalistes étaient xénophobes. Et puis il y a des théories critiques fortes, plus intéressantes pour l'analyse du discours en un sens, parce qu'elles ont un intérêt pour l'analyse du discours et pas simplement pour leur visée éthique. Ce sont des théories qui pensent, un peu dans la lignée de l'école de Francfort, qu'il faudrait que l'analyse du discours ait une visée radicalement critique, avec l'idée que le langage est lui-même foncièrement politique, et donc l'analyse critique, en quelque sorte, c'est l'analyse du discours. C'est des pensées beaucoup plus fortes. Par exemple, Fairclough n'est pas loin de cette idée-là. C'est-à-dire le discours est toujours, quelque part, passible d'une analyse critique. Il n'y a pas d'analyse neutre, en quelque sorte. Bon, alors évidemment, ça pose des tas de problèmes épistémologiques, etc. Enfin, ça, c'est une visée qui est beaucoup plus rare que l'autre. L'autre est beaucoup plus facile, évidemment. Alors, un autre problème qui se pose, c'est la question de... Jusqu'ici, j'ai dit l'analyse du discours, c'est bien commode, parce qu'on a l'impression qu'il y a un champ, puis il y a une discipline, et tout va bien. En réalité, il existe concurremment et de plus en plus la notion de discourse studies, ou études de discours au pluriel, comme en linguistique, elle est les sciences du langage. Ça permet de résoudre de manière évidemment simple un problème très difficile qui est la diversité des courants, approches, etc., qu'il y a dans ce champ. Et donc,
cette diversité, elle n'est pas accidentelle, puisque le champ lui-même s'est constitué comme ça. Donc, de toute façon, elle est irréductible. Et on ne peut pas espérer qu'elle va se résoudre. Mais la difficulté, c'est qu'il y a plusieurs attitudes face à cette diversité. Il y a des gens qui vont chercher à faire des modèles intégratifs. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'intégrer les différents facteurs avec des modèles plus ou moins complexes, en général très complexes, donc, et créer une sorte d'analyse du discours, en quelque sorte, qui serait capable d'embrasser la diversité des facettes du discours. Bon, ils ne sont pas très nombreux, parce que, évidemment, ça n'est pas facile. Il y a ceux qui ne se préoccupent absolument pas de notions de discipline, de frontières, de champ. Ils ont une problématique, ils la développent, et puis après, ils ne se demandent pas où ils sont. Ça, c'est un peu un problème aussi qui renvoie à des différences culturelles. Enfin, je me rappelle d'un colloque, je ne sais plus trop où comment il s'appelait, Malcolm Coulter m'avait dit, il m'avait dit, oui, il avait dit à tout le monde, mais je ne sais pas pourquoi vous autres Français, vous voulez absolument faire des disciplines ou je ne sais quoi. Bah, on fait quelque chose, puis peu importe la discipline, etc. Alors, je lui ai fait remarquer que peut-être qu'on fait ce qu'on veut, mais curieusement, tous les gens qui travaillent dans sa région font la même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a bien des courants, il y a bien des disciplines, il y a bien quand même des facteurs d'unité dans cette diversité. Et puis il y a troisièmement les gens qui cherchent à définir des disciplines dans le champ d'études de discours. Alors moi, je suis plutôt de ceux-là. D'ailleurs, l'idée, c'est que le discours n'est pas un objet qu'on peut appréhender avec une discipline. En fait, il y a plusieurs points de vue possibles. Par exemple, la rhétorique a un point de vue spécifique sur la question du discours. L'analyse du discours en a un autre. L'analyse conversationnelle en a un autre, etc. Enfin, l'analyse conversationnelle fait partie de l'analyse du discours. Enfin, je veux dire, il y a des interactionnistes qui, eux, ont un point de vue purement interactionniste. Donc, tout ça pour dire que il est très difficile, en fait, de décrire ce champ en le structurant, puisque les acteurs eux-mêmes ne sont pas d'accord sur le fait qu'il faut le structurer. Vous voyez, il y a une sorte d'opposition entre des gens qui veulent, au fond, essayer de rationaliser, si je peux dire, de structurer cet espace, et puis des gens qui, au fond, se disent il y a un problème, développons-le, et peu importe dans quel espace on se situe, sachant que de toute façon, c'est quand même quelque chose de l'ordre du discours. Par exemple, un exemple classique, c'est Gumpers et Himes, bien malin qui peut dire, eux-mêmes, ils ont oscillé entre anthropologie, sociolinguistique, analyse du discours. En fait, c'est très difficile de les classer parce qu'ils ont développé une problématique, mais ils n'ont pas cherché avant tout à l'insérer dans un espace. Bon. Alors, pour ce qui est de ce paysage lui-même, pourquoi est-ce qu'il est si diversifié ? Il est diversifié à cause de différents facteurs. Un facteur, c'est les traditions scientifiques et intellectuelles. Bon, il y a des grandes manières de penser, des grandes épistémologies culturelles. Par exemple, il est évident qu'il y a la vision aux États-Unis. L'analyse du discours est extrêmement liée à l'anthropologie et à la sociologie. Elle est très très peu en France, où à l'origine elle a été très liée à la philosophie, à l'histoire, etc. Bon, et à la linguistique, évidemment. Il y a aussi la question des diversités. Alors oui, à propos des traditions scientifiques, je précise aussi qu'aujourd'hui, elles se sont mondialisées. C'est-à-dire le paradoxe, c'est que on peut trouver de l'école française ou de l'école anglaise ou américaine dans n'importe quel pays. Et les disciples de Halliday, par exemple, se trouvent à peu près sur tout le Commonwealth. Bon. Ce qu'on appelle l'école française, vous en trouvez en toute l'Amérique du Sud, en Europe de l'Est, au Maghreb, etc. Je veux dire, ce ne sont plus des phénomènes nationaux. Donc quand on parle de tradition scientifique, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ce sont plus des réseaux transnationaux que des réseaux nationaux. Et évidemment, tout ça est favorisé par Internet, parce que sans Internet, les choses ne se passeraient évidemment pas forcément comme ça, de façon aussi immédiate.
La deuxième facteur de diversité, c'est la question de ce que j'appelle les disciplines d'appui. Bon, il est clair que si votre analyse du discours est adossée à la psychologie sociale, vous n'allez pas produire la même analyse du discours que si vous vous adossez à la philosophie, à la psychologie cognitive, à la ethnométhodologie, etc. C'est-à-dire que, puisque l'analyse du discours est par définition un espace de rencontre entre des sciences humaines et sociales et les sciences du langage, il est inévitable que selon les référentiels auxquels elle va s'adosser, elle va être extrêmement différente. Et à la limite, on pourrait dire aux gens, dis-moi à quelle discipline, sur quelle discipline tu t'appuies, et je te dirai de quel type d'analyse de discours, quel type de discours tu pratiques. La question aussi des écoles. Bon, il y a quand même il y a des écoles, au sens où il y a un père fondateur. On va dire qu'on peut les indexer à un nom propre. Donc il y a effectivement par exemple, je parlais de Halliday, par exemple, bon, il y a tout un énorme courant dans le monde anglo-saxon autour de Halliday, enfin surtout dans le Commonwealth, parce que pas aux États-Unis. Donc de même, au Brésil, il y a un courant bakhtinien. Alors, je ne sais pas si ce que Bakhtin en aurait pensé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un énorme courant qui se réclame, qui a un nom propre, oui, Bakhtin. Bon. Et puis alors, question qui n'est pas du tout secondaire, la question des types de corpus. Alors on pourrait penser que c'est réglé par la question des présupposés épistémologiques. Au fond, tel type de courant va plutôt se tourner vers tel type de discours. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué parce que aujourd'hui, de plus en plus, les gens vont se regrouper par corpus. C'est-à-dire, ils ne vont pas dire, alors c'est là une évolution qui est intéressante, ils ne vont plus dire je suis de telle tendance théorique, ils vont dire je travaille sur tel corpus, le discours politique, les médias, etc. Bon. Et alors, du coup, il y a une sorte de tension qui va se créer entre deux manières de faire, parce qu'au fond, ce n'est pas la même chose d'être l'analyste du discours de service dans une équipe qui travaille sur, je ne sais pas moi, le discours médiatique, et d'être quelqu'un qui est analyste du discours et qui va appliquer son modèle aux médias. C'est-à-dire, là, évidemment, en un sens, ça peut revenir au même, mais malgré tout, le fait de travailler avec des gens d'autres disciplines sur un même objet modifie pas mal la façon de travailler et la manière dont on envisage l'objet en question. Moi, quand j'étais par exemple au CEDITEC à Créteil, ils étaient adossés aux sciences de l'information et de la communication, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de facettes de l'analyse du discours que je n'avais pas vues et qui apparaissaient quand on réfléchit en termes d'information et de communication. Les corpus ne sont pas les mêmes, les références théoriques ne sont pas les mêmes, etc. Et donc c'est clair que la question de ce que j'appelle les territoires, c'est-à-dire les espaces empiriques sur lesquels on travaille, a une très grosse importance et des conséquences aussi sur les présupposés, etc. Et ça, c'est un peu quelque chose qui est un peu caractéristique de l'analyse du discours, puisque en sciences du langage, ce n'est pas toujours le cas qu'on ait affaire à des travaux fondés sur des espaces partagés avec d'autres disciplines. Il me reste combien de temps là ? Bon, ok. Ben alors, donc ça, c'était, disons, une sorte de panorama. Donc, je vais maintenant m'intéresser à quelques défis que rencontre l'analyse du discours aujourd'hui. Alors, évidemment, ces défis sont accrus dans le cas de l'analyse du discours parce que la notion même de discours est une notion qui renvoie à des productions empiriques. Et donc, quand le discours au sens empirique change, l'analyse du discours est forcément interpellée. Je vais prendre le premier point sur lequel je vais insister, c'est évidemment la révolution digitale, enfin ou numérique, comme on dit, peu importe. L'analyse du discours est née dans les années 60, c'est-à-dire à une époque où il y avait des espaces nationaux et surtout la télévision, qui était le grand média dominant. Il n'y avait pas d'Internet, et surtout on avait développé des magnétophones, des caméscopes, etc. Donc on était dans une période où il y avait à la fois
des grands médias nationaux, mais nationaux, hein, pas d'Internet, et puis des instruments d'enregistrement bon marché, accessibles à tout le monde. Donc tout ça, évidemment, a joué un rôle essentiel, et on ne peut pas espérer que l'analyse du discours, avec le développement de l'informatique, des réseaux sociaux, de web, etc., va rester la même. Et donc, il y a ici une question, la question est double, parce que c'est à la fois une évolution des données. Par exemple, bon, il y a de l'écrit, mais il y a de l'oral, mais maintenant il y a les réseaux sociaux, il y a le web, il y a à côté des livres, il y a des e-books, il y a des audiobooks. À côté des conversations du téléphone, vous avez WhatsApp, Instagram, enfin bref. Autrement dit, il n'y a pas simplement des choses qui s'ajoutent, mais il y a des pratiques qui vont interagir avec les pratiques traditionnelles. Donc, la preuve, nous sommes sur Zoom là, en ce moment. Donc, voilà. Donc, en un sens, on fait la même chose qu'avant. Mais vous voyez bien qu'il y a un espace haut qui s'est créé. Donc, tout ça interpelle l'analyse du discours. Et alors, autre difficulté, la question aussi des méthodes, puisque de plus en plus la notion de corpus va être formatée par les corpus disponibles. C'est-à-dire que on travaille sur des bases de données de plus en plus, et donc ces bases de données, évidemment, c'est des bases de données, ce ne sont pas des corpus construits par les chercheurs eux-mêmes. Et puis, il y a aussi la question un problème que Foucault a déjà soulevé en 1966, hein, qui est la question du fait qu'on peut conserver tout. Hein, et quand la majorité des données discursives sont des données de type réseaux sociaux ou web, comment conserve-t-on ce type de données? Comment va-t-on travailler sur ces données dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on aura gardé, etc. Donc là, c'est une question évidemment inédite, parce qu'auparavant, la question ne se posait évidemment pas, puisque les textes écrits étaient écrits, et puis voilà. À présent, la Bibliothèque nationale se casse la tête pour savoir sur quels critères elle va pouvoir retenir ceci plutôt que cela. Voyez, bon. Alors, il y a deux attitudes possibles à l'égard de cette question de la révolution digitale. La première, ça consiste à dire, de toute façon, toutes les catégories antérieures sont périmées. La notion de discours, de locuteur, etc. On ne peut plus se fier à ça, il faut tout repenser à zéro. Et puis l'attitude opposée consiste à dire que, de toute façon, Bakhtin a tout dit, Foucault a déjà tout dit, il n'y a pas de problème, il suffit simplement d'étendre les idées originelles ou pécheux à ce qui est nouveau. Il est évident que la vérité est entre les deux, mais le problème, c'est qu'il est impossible de savoir exactement quel est le noyau de l'analyse du discours qui va rester stable et quel est le noyau qui va évoluer. Par exemple, la notion d'interdiscours, par exemple. C'est quoi l'interdiscours dans le web? Bon, bonne question. Hein. C'est quoi un locuteur sur un réseau social? Bon, c'est quoi un locuteur sur un métaverse? Bon, vous voyez, ce genre de choses. Donc, c'est évident que la situation est quand même très difficile. Alors, le deuxième point sur lequel je voudrais insister, pas beaucoup, mais c'est la question de l'hétérogénéité des données. C'est-à-dire, on est bien habitué, c'est bien commode, on a des textes écrits, des enregistrements oraux, etc. Bon. Mais il est clair que c'est de moins en moins la réalité empirique, pour deux raisons. La première, c'est la multimodalité. Aujourd'hui, tout le monde est confronté à des énoncés qui sont à la fois des images et des textes, au sens traditionnel. Un réseau social, c'est à la fois visuel, le web, c'est visuel, et un site, c'est visuel, sans parler aussi éventuellement des vidéos, des sons, etc. Donc les données, si on prenait la journée d'une personne, hein, depuis son lever jusqu'à son coucher, je suis sûr qu'il passerait plus de temps face à des données multimodales que face à simplement de l'oral pur ou de l'écrit pur. Bon. Deuxième problème, là ça a l'air un peu moins sérieux, mais c'est quand même sérieux, le fait que de plus en plus les interactions sont médiées ou accompagnées par des instruments, en partie des écrans.
Je veux dire, qui ne connaît pas l'expérience de quelqu'un qui vous parle et en même temps il regarde son téléphone, ou vous regardez en même temps, ou je t'envoie ceci, etc. Enfin, bon, sans parler de l'adolescent qui fait son devoir en regardant un site web, en répondant au téléphone, en jouant avec un jeu. Enfin, les situations plurisémiotiques sont extrêmement fréquentes et les gens sont engagés dans des interactions complexes. Et je ne parle pas de tous les travaux du réseau langage et travail sur les interactions professionnelles où les écrans sont massifs. Essayez d'acheter un billet de train sans passer par des écrans, même à la gare, quand vous allez. Enfin, tout est aujourd'hui médié par des instruments. Donc les interactions, au sens habituel du terme, orales, deviennent de plus en plus marginales. Donc là, les données sont de plus en plus complexes. Ce qui veut dire que quand aujourd'hui on fait des petits corpus écrits ou oraux, dans la pratique, c'est de plus en plus éloigné de la réalité de la communication. Alors, troisième difficulté, ce que j'appelle le locuteur angélique, parce que j'ai inventé ce terme il y a une dizaine d'années, mais je ne sais pas s'il y en a un autre. Ce sont tous ces locuteurs qui n'ont pas de corps. Votre GPS qui vous dit à droite, à gauche, ChatGPT qui vous écrit des textes, le robot du supermarché qui vous dit « mettez votre produit dans la balance », le robot qui répond au téléphone « pour le machin, appuyez sur la touche 1, sur la touche 2, la touche 3 ». Bon, en réalité, ces locuteurs angéliques envahissent l'espace. Et ces locuteurs, comment est-ce qu'on va les traiter? Je veux dire, comment va-t-on traiter des corpus produits par ChatGPT? Et le problème est encore rendu encore plus complexe par le fait que non seulement ces corpus, très souvent ces corpus servent de base à des véritables locuteurs. Par exemple, un scénariste va l'utiliser et puis après il va l'améliorer. Donc la question de l'octorialité devient extrêmement problématique. Donc la question de ces locuteurs qui ne sont pas humains, qui sont des machines, n'est plus un problème marginal. Bon, ça a éclaté cette année grâce à ChatGPT, mais c'est un problème qui est évidemment très, très lointain. C'est la question des données produites par des êtres qui n'ont pas de corps, pas de passé social, pas de psychologie, etc. Là, on a des données nouvelles. Bon. Et dernier point, et là c'est pas lié au monde digital, c'est la question de la restriction des corpus en analyse de discours. Ça, c'est un problème qui est évidemment récurrent. Il y a une sorte quand même de tension entre les présupposés théoriques de l'analyse du discours et la pratique de ces travaux, puisque théoriquement, on ne voit pas pourquoi le discours se limiterait à quelques types de discours. La diversité des régimes de discours est considérable. À table, on parlait par exemple de ces corpus un peu curieux des coachs dans les piscines qui vous disent rentrez votre ventre, etc. Enfin bon, par exemple des commentaires sportifs, etc. Bref. Mais fondamentalement, il est vrai que l'analyse du discours a tendance à se concentrer sur quelques zones, c'est-à-dire en gros, c'est les conversations, les interactions orales spontanées qui sont extrêmement bien étudiées, et puis alors la politique, le discours médiatique, la justice, le business, la publicité enfin, et puis la santé et l'éducation. Voilà. Avec ça, vous avez 95% des travaux qui sont analysés du discours. J'avais fait des relevés dans les revues internationales, c'est vraiment 80, quand c'est pas 97%. Mais en réalité, si on regarde la diversité des productions dans une société, et pas des moindres, il y a bien d'autres choses. Et ça pose un problème. Alors la question, c'est au fond pourquoi les analystes du discours se focalisent toujours sur ces discours un peu institutionnels. Probablement parce qu'il y a des raisons qui ne sont pas vraiment théoriques. La première, c'est que ça intéresse un public beaucoup plus large, évidemment.
Et puis ça peut attirer, donc comme ça intéresse, ça peut attirer des crédits de recherche. Enfin bon, on peut justifier un travail. Le deuxième, c'est que c'est des textes, des énoncés produits par des locuteurs experts. Donc, j'avais travaillé sur les sites de rencontres, par exemple. Bon, je vous assure que quand vous voyez les données, on est loin des articles du Monde. Hein. Et oui, mais que fait-on avec nos catégories d'analyse du discours face à des locuteurs qui ne sont pas experts? Eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple. Alors, c'est vrai que quand on passe sur le discours politique ou l'éducation, on n'a pas de problème. Hein. On a affaire à des locuteurs experts. Donc, troisièmement, ce sont des corpus qu'on met facilement en relation avec des facteurs institutionnels. Bon, c'est assez facile de montrer le rapport entre l'école et l'enseignement, la classe, entre les tracts politiques et les positionnements, etc. Bon, en revanche, quand on a affaire à des corpus autres, c'est pas du tout si facile, parce qu'on n'a pas des préstructurations aussi fortes. Parce qu'un espace politique ou un espace médiatique est préstructuré. Ce n'est pas toujours le cas de tout. Donc, voilà. Mais malgré tout, il me semble que l'analyse du discours aurait intérêt, ça c'est plutôt prêche pour ma chapelle, à s'élargir un peu à d'autres corpus, parce que ça correspond mieux, à mon avis, à ces présupposés de départ, qui est d'essayer de comprendre la diversité des fonctionnements du discours. Je vais prendre un exemple très simple, le discours religieux. Bon, on allume la télévision, on écoute la radio, n'importe quoi, on vous parle tout le temps de djihad, de guerre, de religion, etc. Mais si vous regardez les travaux sur le discours religieux, enfin, d'analyse du discours, il n'y en a pas beaucoup. Quand j'ai essayé de faire un numéro spécial sur le sujet, il a fallu que j'aille chercher à l'étranger, et encore, ce n'était pas facile, parce que ce sont des sujets qui sont laissés soit aux politologues, qui étudient ça en termes de tension politique, soit aux psychologues, par quel processus on se radicalise, ce genre de choses. Mais l'analyse du discours ne dit rien. Or, le religieux, c'est quand même un phénomène qui est foncièrement discursif. On ne fait quand même pas... Et quand on voit son importance aujourd'hui, on est quand même étonné, ça n'intéresse pas plus l'analyse du discours. Et là, on voit bien là, quand même la dimension... Alors, évidemment, c'est un peu ironique, mais l'analyse du discours, c'est aussi du discours. C'est-à-dire, il y a aussi des présupposés culturels qui font qu'on va limiter, de manière plus ou moins consciente, ces types d'objets. Bon, donc, je conclurai en faisant une première remarque. Donc, l'analyse du discours, étant donné qu'elle est extrêmement diverse et puis qu'elle est en prise, par définition, sur les productions langagières, est directement affectée par les mouvements de la société. Donc, elle a un champ beaucoup plus instable, je pense, que d'autres disciplines des sciences du langage. Donc, entre cette instabilité et cette hétérogénéité, c'est vrai que l'institution n'est pas simple. Et puis, il y a un autre problème qui n'est pas propre à l'analyse du discours, c'est la question du rapport entre théorie et, disons, et empirie. C'est qu'au départ, l'analyse du discours était très, très théorique. Hein, si on vous lisez les travaux des années 60, c'est très théorique souvent, et il n'y avait pas beaucoup d'analyse empirique ni de catégories descriptives. Mais aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire on a énormément d'outils d'analyse, mais au fond, l'éclectisme devient la règle, c'est-à-dire les gens, au fond, moi j'ai vu des thèses où on citait l'un à côté de l'autre pécheux, à côté de son ennemi le plus mortel, sans aucun problème, parce qu'il y a une sorte d'aplatissement théorique. Alors, ça a un côté positif, hein, mais en même temps, il y a aussi un côté dangereux, hein, c'est un peu comme en syntaxe, c'est-à-dire que la simple analyse ras du gazon des données, quelquefois, ne permet pas vraiment d'une compréhension du phénomène. Donc c'est très difficile de maintenir... On est passé d'une situation hyper théorique à une situation un peu hyper empirique, et c'est très difficile de remettre... Alors je pense que là, c'est un peu comme en syntaxe, c'est-à-dire que le point qui permet de rééquilibrer ça, c'est une réflexion sur les catégories qu'on utilise. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un genre, est-ce que ça s'applique à tout, voilà. Et pas simplement d'étudier des phénomènes langagiers ou
de théoriser sur le discours en l'appliquant comme ça, de temps en temps, à 3 lignes. Voyez. Donc il faut essayer de trouver une sorte de moyen terme qui consiste essentiellement à réfléchir sur ces concepts, ces catégories et ces méthodes. Voilà.